Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Pour ceux qui m'entendent, est-ce que vous pouvez me faire un petit signe dans le chat, s'il vous plaît? Super. Voilà, n'hésitez pas à vous connecter par téléphone pour l'audio. Parfois, c'est mieux. On va attendre encore quelques secondes, le temps que les derniers participants rejoignent. Ok, parfait. Je vois effectivement que c'est nickel pour vous. Le son, merci. Merci. Ok, bien, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je suis donc heureuse de vous accueillir ce matin pour ce nouveau webinaire Microsoft Teams dédié à la gouvernance et à l'adoption. Euh, je vais me présenter. Donc, Alexia Mambouka, je suis Customer Success Manager chez Bechley Comsoft. Donc, j'ai pour rôle d'accompagner nos clients dans leur processus d'adoption des solutions Microsoft 365. Donc, voilà, je mène avec vous des ateliers liés, par exemple, à la conduite du changement, à l'adoption, encore à la gouvernance. N'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions au fil du webinaire, à les poser dans le chat. À la fin, vraiment, on essaiera de répondre au maximum en fonction du temps qui nous reste. Mais je vous avoue que le programme est dense. Donc, mais ne vous inquiétez pas parce que nous reviendrons vraiment vers vous pour chacune des questions. D'accord? Donc, voilà, posez-les, n'hésitez pas. Alors, donc, c'est intéressant aujourd'hui de faire un petit focus chiffre sur Teams. Je ne sais pas si vous l'avez noté dans l'actualité récente, mais Teams a connu une croissance exponentielle ces dernières années et notamment ces dernières semaines, avec une évolution de pratiquement 300% depuis le début du confinement. Donc, ça montre vraiment l'engouement des organisations à passer sur Teams. Donc, ce qui est intéressant également, c'est que les organisations font le choix de déployer un nouvel outil en général pour répondre à des objectifs qui sont stratégiques. Je ne vous apprends rien, ça peut être avoir envie de conserver sa productivité pour répondre à un contexte spécifique, comme c'est le cas actuellement. Ça peut être l'envie de vouloir développer beaucoup plus cette productivité. Ça peut être de moderniser son système applicatif ou bien de rationaliser l'existant. Donc, il va y avoir beaucoup plus de raisons. Et d'après vous, à quel moment est-ce qu'on sait qu'on a atteint son objectif de départ? Est-ce que vous avez quelques idées? N'hésitez pas à partager dans le chat voilà, ce qui vous vient. Hmm. Donc, moi, je vais vous proposer une réponse. Selon moi, on sait qu'on a atteint son objectif stratégique lorsqu'on déploie un nouvel outil au moment où on constate que nos utilisateurs l'utilisent vraiment, s'en servent, en ont besoin et effectivement n'arrivent plus à s'en passer. Mais aussi lorsqu'on arrive vraiment à remarquer, à noter un réel retour sur investissement. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on peut se poser plusieurs questions. Par exemple, comment est-ce qu'on va donc driver ce nouvel outil qui est Teams et comment est-ce qu'on va obtenir le meilleur accueil possible par nos utilisateurs? Quels vont être les outils, voire les bonnes pratiques à connaître pour une gouvernance efficace et une adoption réussie? C'est ce que nous allons traiter au cours de ce webinaire. Pour information, sachez que les services liés à la téléphonie de Teams et la mise à jour de Skype ne seront pas traités aujourd'hui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, vous aurez nos coordonnées à la fin de la séance. Alors,
Donc, tout d'abord, je vais nous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, Bechley Comsoft. Bechley Comsoft a été fondée en 1990 et est la filiale la filiale software du groupe Bechley AG. On compte 66 collaborateurs, avec 30 années d'expérience. On est représenté à différents endroits en France, notamment à Paris, à Sophia Antipolis, à Nantes, à Lyon, à Lille, à Strasbourg et à Toulouse. On travaille avec 300 éditeurs partenaires actifs sur 70 000 références logicielles. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que nous délivrons des missions d'accompagnement, de conseil et de vente autour du licensing, du développement du cloud et même du software asset management. Et notre champ d'application va couvrir vraiment les principaux domaines du software qui peuvent être le cloud, la sécurité ou encore la gestion des actifs logiciels. Et là, la liste, elle est non exhaustive. Donc, nous avons un haut niveau de certification avec tous les éditeurs majeurs présents sur le marché et nous sommes certifiés Gold chez Microsoft, ce qui démontre notre expertise dans le domaine. Et également, nous sommes fournisseurs cloud avec notre Bechley Cloud. Donc, je vous ai laissé ici une petite vidéo, donc vous aurez la possibilité de cliquer et d'aller voir ce qui s'y passe. Alors, on me fait comprendre que vous ne voyez pas mon écran. Tac. Voilà. J'espère que c'est mieux. Parfait. Donc, maintenant que je vous ai présenté Bechley Comsoft, que vous nous situez, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, on va passer ensuite à l'agenda du jour. Donc, je vous propose une courte introduction à Teams. Ensuite, je vais vous proposer la définition de la gouvernance dans Teams. Donc, effectivement, lorsqu'on parle de gouvernance dans Teams, qu'est-ce que cela signifie? Quels sont les outils de la gouvernance administrative de Teams? Et quelques pistes de réflexion lorsqu'on veut aller vers une gouvernance et une adoption réussie sur un outil tel que Teams. Alors, l'outil Teams, qu'est-ce que Teams? Donc, Teams, c'est une solution basée sur le cloud. C'est une solution qui est plurifonctionnelle et qui va réunir la conversation instantanée, les appels, les conférences et même le partage de documents. C'est une plateforme collaborative qui centralise tous les outils liés à la conduite de projet, également à la gestion des connaissances et aux communications. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que on va avoir un type de communication qu'on appelle communication unifiée. On entend par là quoi? On entend le fait que vous ayez accès à une discussion de groupe, donc à la messagerie de discussion de groupe, aux conférences vidéo et à la téléphonie sur IP. Vous pouvez créer des documents et même collaborer en utilisant les outils de collaboration qui sont intégrés et même des applications tierces. Donc, vous pouvez gérer vos réunions en ligne et vous pouvez même les enregistrer pour les visionner plus tard. Une étude de Microsoft a montré qu'avec l'utilisation de Teams au sein d'une société, on pouvait observer un gain moyen de 28 minutes par jour et par employé. Passons maintenant à l'architecture de Teams. Teams est basé sur les groupes Microsoft 365. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité. Aujourd'hui, Microsoft est dans une politique de rebranding de l'ensemble de ses offres de licensing. Aujourd'hui, on passera beaucoup plus du nom Office 365 à Microsoft 365, notamment au vu des couches supplémentaires de sécurité qu'ils ont rajoutées. Donc aujourd'hui, on parlera maintenant de la technologie des groupes Microsoft 365. Également, Teams est aussi basé sur Microsoft Graph et donc tout le niveau de sécurité et de conformité, et également de gestion lié à la suite Microsoft 365. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je crée une équipe, automatiquement vont se créer un nouveau groupe Microsoft 365, un site SharePoint online et donc une bibliothèque de documents qui va vous permettre de stocker les fichiers d'équipe, une boîte aux lettres et un calendrier partagé Exchange Online et un bloc OneNote, OneNote.
Et automatiquement seront provisionnés au cours de votre utilisation un stream, un Yammer et un planner. Donc, Microsoft Teams va fonctionner avec plusieurs services de la suite. Et donc, pour obtenir le plein bénéfice de cette solution, n'oubliez pas d'activer les différents services qui sont la création de groupes Microsoft 365, SharePoint Online et derrière donc OneDrive qui viennent avec, et également Exchange Online. Pourquoi? Parce que la création de groupes Microsoft 365 va vous permettre de créer des équipes dans Microsoft Teams. Grâce à SharePoint et OneDrive, vous allez pouvoir stocker les fichiers de conversation pour l'utilisateur dans OneDrive et pour les équipes dans SharePoint. Sans SharePoint et OneDrive, vous ne pouvez pas stocker et partager des fichiers dans les canaux, ni même accéder au site SharePoint de l'équipe. Le planificateur de flux de travail est géré par Planner, alors que les messages de canal, donc quand je parle de messages de canal, ce sont les messages qui sont échangés dans vos équipes Teams, seront enregistrés dans Exchange. Et quand on va s'intéresser aux conversations privées, en one-to-one ou en one-to-many, donc avec plusieurs autres collaborateurs, tout ça va solliciter la boîte aux lettres de l'utilisateur dans Exchange, d'accord? Sachant que toutes les réunions qui seront enregistrées le seront dans Stream. Passons maintenant à la définition de la gouvernance dans Teams. Sachez qu'il existe différents types de gouvernance. On va avoir la gouvernance des solutions, qui est une gouvernance qui va être dédiée à la gestion globale de plusieurs solutions au sein de votre organisation. Ensuite, on va pouvoir parler de la gouvernance des découvertes. C'est la gestion de la découverte d'informations quand, par exemple, vous recherchez des mots-clés ou des utilisateurs ou des configurations de réseau et que vous voulez les exploiter. On va avoir la gouvernance de la sécurité. C'est toute la gestion des stratégies autour de la sécurité, du pilotage, par exemple. Et effectivement, de toutes les stratégies que vous mettrez en place et que vous voulez suivre dans le temps. Et enfin, on va avoir la gouvernance des contenants et des contenus. On va parler de contenants lorsque ça va concerner tous les éléments et les aspects qui constituent une équipe Teams. Et répondre aux questions comme par exemple, qui est-ce qui peut créer une équipe? Quelles sont les règles que je peux lui appliquer? Et en termes de contenu, on va plutôt parler de ce qui va concerner les documents, les dossiers, les chats. D'accord? Et donc, ça reviendrait à répondre à la question, qu'est-ce que je partage et où est-ce que je les garde? Donc, vous allez avoir la possibilité, selon la stratégie de votre organisation, de gérer tous ces aspects dans Teams. Quels sont donc les enjeux de cette gouvernance? La définition de la gouvernance peut varier selon ceux qui la pratiquent, mais les enjeux vont rester les mêmes. On peut, par exemple, se dire, dans Teams, pourquoi est-ce que je vais faire de la gouvernance? Je veux faire de la gouvernance parce que je veux rationaliser le déploiement d'une technologie telle que Teams. Je veux maintenir mon système de sécurité et de conformité. Mais je veux également obtenir le meilleur retour sur mon investissement technologique. Et pour savoir comment mettre en place cette gouvernance, on va avoir 3 domaines bien définis. Au niveau de l'administration de Teams, il y a 2 catégories de contrôle qui constituent ce qu'on appelle les configurations. Donc, on va avoir les paramètres qui s'appliquent à toute l'organisation et les configurations spécifiques à l'utilisateur qui sont aussi les stratégies qui vont vous permettre de personnaliser Teams selon les besoins d'un groupe d'utilisateurs. Ces configurations-là sont considérées comme des configurations statiques parce qu'elles vont être rarement modifiées une fois qu'elles seront mises en place. Ensuite, on va parler du cycle de vie d'une équipe Teams. Contrairement aux configurations, elles sont applicables aux produits Teams en lui-même, qui sont applicables aux produits Teams en lui-même. Le cycle de vie va faire référence à l'équipe individuelle. Donc là, on parle vraiment de l'équipe telle que vous l'avez créée dans Teams. En faisant donc un focus sur ce cycle de vie, ce qu'il faut garder en tête, c'est que lorsque vous mettez en place une démarche de gouvernance, il n'y a rien de figé. Il n'y a rien de figé parce que le travail collaboratif,
C'est ce qui va constituer le cœur de l'utilisation de Teams. Et donc, c'est amené à vivre, à évoluer. Donc, vous devez réfléchir à votre façon de travailler, à comment configurer vos équipes, comment les gérer et bien évidemment, comment y mettre fin ou quelle serait l'utilisation que vous en ferez si vous l'archivez, par exemple. Donc, dans un cycle de vie, on va créer une information, on va la suivre et on va regarder ce qu'elle devient jusqu'à sa destination finale, qui peut être sa conservation ou sa destruction. Dans le cas de Teams, on va élaborer et produire son équipe, on va l'utiliser et après, on va décider donc de la conserver, de l'archiver ou de la supprimer définitivement. La partie haute de ce schéma représente les configurations. Ça va concerner tous les paramétrages et les stratégies que vous allez mettre en place pour définir une structure au lancement, durant la vie de l'équipe et lorsque cette équipe arrive en fin de vie. La partie basse va être constituée de la gestion. La gestion, elle est dynamique parce que c'est l'usage qui va en gros déterminer la façon dont vous gérez l'équipe, la façon dont elle va, la façon dont elle mènera sa vie. Donc, au lancement, vous allez réfléchir à des questions comme qui va créer une équipe? Qui est-ce qui a les droits de créer une équipe? Ou est-ce qu'il faut que j'impose une convention de nommage pour que ce soit beaucoup plus structuré au sein de mon organisation? Ou au contraire, est-ce qu'il faut que je laisse parce que je ne veux pas trop brider les utilisateurs? Ensuite, dans la partie active, qui va représenter la vie administrative et collaborative de votre équipe, vous allez réfléchir à comment y intégrer des nouveaux membres, comment ajouter des nouveaux propriétaires, ou encore comment se feront les partages des messages et des fichiers. Et enfin, au moment de la dissolution, la fin de vie, vous allez devoir réfléchir aux impacts d'une suppression ou encore aux critères qui vous feraient décider d'archiver une équipe. Est-ce que ce serait nécessaire? Est-ce que vous en aurez besoin dans un cas spécifique dans l'avenir? Ou est-ce que ce n'est pas nécessaire de prendre plus de stockage et au contraire, il faut la supprimer? Sachez que ce cycle de vie peut être géré autant par une personne de l'IT que par un propriétaire d'équipe. D'accord. En résumé, donc, la gouvernance dans Teams, c'est pouvoir gérer la création. Quand on parle de création, c'est tout ce qui va se passer en termes de création de groupe. C'est aussi pouvoir penser à mettre en place des formations pour guider vos collaborateurs, mettre en place des stratégies d'expiration et surveiller les indicateurs qui sont pertinents selon votre contexte. C'est gérer des conventions de nommage en définissant, si vous mettez en place des conventions de nommage, des bonnes stratégies de nommage et effectivement en documentant vos choix de conventions de nommage. C'est gérer les fuites de données. Mais avant tout, vous devez prendre connaissance de ce qu'il est possible de faire dans Teams en termes de gestion, en termes de contrôle d'accès et en termes de protection de vos données. C'est important de connaître toutes ces notions et les outils qui sont adaptés. Et en fonction de ça, vous saurez, vous, choisir on va dire, la bonne couche de licence qu'il vous faut pour avoir les bons outils. Par exemple, on pourrait dire que pour protéger vos données, vous décidez de classifier vos équipes, pouvoir identifier une équipe comme confidentielle ou hautement confidentielle, pouvoir étiqueter vos données sensibles ou pour empêcher la fuite des données ou empêcher la fuite des données, par exemple. On pourrait, par exemple, mettre en place l'authentification multifacteur pour protéger les identités. Vous allez avoir dans certaines organisations des scénarios métiers qui vous font travailler avec des externes et qui vont vous emmener donc à devoir gérer l'accès invité ou externe. À vous d'évaluer donc la gouvernance à mettre en place et si besoin de traiter le sujet avec l'utilisateur final. Vous allez également avoir la possibilité de gérer la gouvernance des membres. Il va y avoir des scénarios dans lesquels vos équipes vont se retrouver sans propriétaire. On n'est pas à l'abri qu'un propriétaire, un membre de votre organisation, quitte l'entreprise sans que vous ayez eu le temps de réorganiser le travail qui était géré par cette personne. Vous allez devoir être agile pour réassigner les bonnes licences ou encore vous décidez de mettre en place des templates qui vont aider vos collaborateurs à prendre en main les équipes.
Et enfin, vous allez avoir la possibilité de gérer votre conformité aux exigences réglementaires. Et par exigences réglementaires, on entend quoi? On entend pouvoir mettre en place des politiques de, par exemple, de rétention ou de suppression qui vont vous permettre de retenir des données légales et ainsi mettre en place une vraie méthodologie de recherche de contenu, par exemple. Ça va vous permettre de gagner en visibilité et vous permettre d'adapter vos stratégies et votre politique en utilisant par exemple des outils comme l'audit log qui va vous permettre de rechercher qui a accès à quoi, à quand et comment. Donc, voilà un peu une vue exhaustive de ce qu'il est possible de faire en termes de gouvernance dans Teams. Maintenant, quels sont les rôles qu'on peut exercer lorsqu'on veut gérer donc Teams, que ce soit de manière administrative ou en tant qu'utilisateur final? On peut être administrateur. Un administrateur va avoir 4 rôles définis dans Teams. Il peut être administrateur du service Teams, administrateur des communications de Teams, ingénieur du support technique pour les communications ou encore spécialiste des communications. Établissez bien les rôles et responsabilités en pensant à séparer ce qu'on va appeler la configuration et la gestion. Si vous avez une équipe IT qui est large, c'est intéressant de bien définir le périmètre d'activité de chacun. On va avoir en deuxième grand rôle dans Teams, le rôle d'utilisateur. Un utilisateur dans Teams peut être propriétaire, membre ou invité. Les propriétaires d'équipe, eux, vont pouvoir gérer les paramètres d'équipe. Ils vont pouvoir, par exemple, ajouter ou supprimer des membres. Et ils peuvent être plusieurs par équipe. Un membre va faire partie de l'équipe. Il va pouvoir discuter avec les autres membres et collaborer en échangeant des fichiers, en travaillant, en modifiant. Et effectivement, ne vont pas avoir les mêmes droits de gestion qu'un propriétaire. Par exemple, il ne pourra pas supprimer d'autres membres de l'équipe. Et un invité, on parlera d'invité dès le moment où c'est une personne externe à l'organisation qui fait partie d'une équipe. Un invité aura la possibilité de collaborer avec les autres membres de l'équipe. Évidemment, il aura des droits beaucoup plus restreints. Je vous ai mis ici un tableau qui récapitule les grands domaines, les grands champs d'action de l'administrateur dans Teams. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ce qu'on appelle le contrôle d'accès basé sur un rôle. Ça va vous permettre de définir les administrateurs qui ont besoin d'un rôle, d'un niveau d'accès différent pour gérer Teams. Il y en a 4 qui sont spécifiques à Teams et 2 qui se rajoutent, notamment quand on est administrateur du tenant, donc de la console d'administration Office 365, ou quand on est administrateur de Skype for Business Online. Un administrateur du service Teams va gérer le service Teams. Il va pouvoir créer et gérer tous les groupes Microsoft 365. Un administrateur des communications de Teams va gérer les fonctionnalités d'appel et les réunions. Un ingénieur du support technique pour les communications va résoudre les problèmes de communication au sein de Teams avec des outils avancés. Tandis que le spécialiste des communications va résoudre ces problèmes de communication, mais avec des outils de base. Ensuite, on va avoir, je vous ai mis ici une liste non exhaustive de ce qu'il est possible de faire lorsqu'on est membre d'une équipe dans Teams, donc en tant que propriétaire, membre ou invité. Par exemple, les 3 rôles peuvent créer un canal ou participer à une conversation. Alors que vous le voyez bien, un invité, lui, ne va pas pouvoir afficher l'organigramme de votre organisation, ni même supprimer des membres de l'équipe. Un membre, également, ne va pas pouvoir ajouter des invités, modifier la photo de l'équipe ou même supprimer ou autoriser l'utilisation des mentions arrobas, canal ou l'utilisation des emojis. Petite astuce, pensez bien à nommer plusieurs propriétaires lorsque vous créez une équipe pour éviter les équipes orphelines. Il vaut mieux avoir plusieurs propriétaires au cas où le propriétaire en place sort de l'équipe. Voilà. Alors, c'est l'heure du quiz. Je vous propose un petit quiz pour vous détendre et aussi pour vous faire travailler un petit peu.
Je vais vous afficher à l'écran un petit sondage relatif et vous allez pouvoir y répondre. Alors, parmi les rôles suivants, lequel ne correspond pas à un type d'utilisateur Teams? Est-ce que vous pouvez y répondre? Est-ce qu'il s'agit de l'administrateur? Est-ce qu'il s'agit du propriétaire ou est-ce qu'il s'agit du modérateur? Ah, super. Super, je vois que vous êtes super attentif, vous avez fait attention à la petite subtilité. Je laisse encore quelques secondes pour voter. Ouais. Parfait. Je crois que là, il y a tout le monde qui a voté. Ah, on a encore des retardataires. Alors, lequel ne correspond pas à un type d'utilisateur? Encore quelques secondes. Parfait. Alors, je ferme le sondage et je vous le partage. 78% d'entre vous ont répondu modérateur, 19 administrateurs et 3 propriétaires d'équipe. Donc, j'ai 78% de mon audience qui est très attentive. Non, il y avait une petite subtilité. Effectivement, c'est le modérateur qui ne correspond pas à un type d'utilisateur parce que un modérateur peut être est un rôle qu'on peut accorder, mais seulement une fois qu'on est membre d'une équipe Teams. Donc, on peut être membre ou propriétaire et à ce moment-là, se voir conférer le droit de modérateur, sachant qu'un propriétaire a déjà par défaut le rôle de modérateur. Donc, ça va plutôt être un membre qui va pouvoir être, on va dire, upgradé au rôle de modérateur et avoir donc la possibilité de gérer un petit peu plus la communauté, de faire certaines autres actions. Parfait. Alors, petit temps de latence. Maintenant, on va aborder les outils de la gouvernance administrative de Teams. Je vais commencer par vous présenter le portail d'administration de Teams. Donc, c'est le centre d'administration Microsoft Teams. C'est un rassemblement de tous les portails qui existaient à l'époque déjà pour gérer la partie réunion et appel qu'on trouve dans la partie administration de Skype for Business Online, la partie qualité des appels, gestion des utilisateurs et des groupes et plusieurs autres options. Donc, c'est un rassemblement de tous ces portails à un même endroit. C'est ici, par exemple, que les administrateurs vont pouvoir modifier les paramètres qui sont spécifiques aux groupes et aux équipes. Je vous propose donc d'aller dans ce portail. Alors, je me suis connectée ici en tant qu'administrateur. Lorsque je me connecte à mon portail d'administrateur Office 365, je vais avoir la possibilité de dérouler le bandeau et de voir tous les centres d'administration disponibles. Et je vais avoir ici une partie dédiée à Teams. Donc, je clique dessus et donc, ça m'emmène vers ce centre d'administration Teams. Dans ce centre d'administration, vous allez pouvoir gérer vos équipes, les stratégies d'équipe, voir les utilisateurs de Teams et donc avoir la vue sur les stratégies spécifiques qui ont été affectées, gérer la partie des réunions ou encore des applications spécifiques à Teams. Vous avez ici également l'accès au portail Skype for Business, donc qui va gérer les parties appels et réunions. Ensuite, on va avoir donc ce centre d'administration Microsoft 365. Le centre d'administration va vous permettre de configurer votre organisation dans le cloud, de gérer vos utilisateurs ou encore de gérer les abonnements.
C'est à partir d'ici que vous allez pouvoir activer ou désactiver des applications qui sont liées à Teams, sachant que la majorité des applications sont activées par défaut lorsque vous déployez Teams à un utilisateur. Vous pouvez également, dans le centre d'administration Microsoft 365, contrôler les paramètres utilisateurs à l'échelle de toute l'organisation. Ensuite, on va avoir le centre d'administration Azure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Teams prend en charge tous les modèles d'identité qui sont disponibles dans Microsoft 365. L'un des prérequis de Teams, c'est qu'il s'intègre au système de gestion des identités et accès, en passant donc par Azure Active Directory. C'est ici que vous allez pouvoir gérer les stratégies d'expiration de vos groupes, donc de vos équipes. Vous allez aussi pouvoir paramétrer, par exemple, l'accès conditionnel ou le fameux MFA qui est l'authentification multifacteur. Avant d'aborder donc la partie qui est dédiée à la protection de l'information, la sécurité, la conformité de Teams, je vais vous présenter comment l'information est protégée dans Teams. Donc, on sait que chaque organisation s'efforce de trouver un équilibre entre comment garder ses utilisateurs productifs et comment les protéger eux et comment protéger les systèmes de l'organisation. La donnée dans Teams est conservée dans le data center de la région géographique ou le data center du pays disponible au moment où vous provisionnez votre tenant. Aujourd'hui, Teams est pris en charge dans différentes parties du monde, en Australie, au Canada, en France, en Inde, au Japon, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, au Royaume-Uni, en Amérique, en Asie Pacifique et dans la région IMIA, donc Europe, Middle East et Africa. Teams est hébergé en France depuis l'année dernière, donc que ce soit pour les fichiers, le chat, les messages ou les contacts. Vous pouvez, si vous ne savez pas où sont hébergées vos données, aller récupérer l'information au niveau de votre console d'administration. Donc, le système de protection de l'information fait que au sein de Teams communique avec un service de chat qui, lui, est géré par les services Office 365. Donc, tout ce qui va concerner les emails, les chats privés, les chats de groupe et les messages de canaux, ce sera enregistré, stocké et géré par le service Exchange Online. Et tout ce qui va concerner donc l'équipe sera stocké au niveau de SharePoint. Donc, vous voyez que Microsoft Teams bénéficie des outils de protection de l'information dédiés à Office 365, donc notamment des outils de recherche comme eDiscovery, la possibilité de mettre vos données en suspens, donc par le legal hold, ou de faire de l'archivage, de la rétention d'informations. En termes de niveau de conformité, vous le voyez, Teams est soumis au même contrôle de Office 365, donc plus de 950 aujourd'hui, et certifié selon différentes normes internationales, régionales ou même sectorielles. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations. Je vous ai mis un petit lien. Vous aurez accès à l'exhaustivité de ce que Microsoft met en place en termes de sécurité. Et vous aurez également accès à tous ces rapports d'audit dans le Trust Portail de Microsoft. Et, ce sont des documents qui sont téléchargeables et ça vous permettrait, par exemple, de les communiquer à vos RSSI. Maintenant, les outils donc d'administration pour gérer la partie sécurité et confidentialité. Vous avez les centres de sécurité et de conformité Microsoft 365. Ces centres ont pour but de vous aider donc à gérer, comme le nom l'indique, la partie conformité et sécurité. En faisant un focus sur le centre de sécurité, vous avez la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle le Secure Score. Le Secure Score est un score qui va vous permettre de mesurer votre position de sécurité. D'accord? Et vous allez avoir accès également à des recommandations pour pouvoir améliorer votre position de sécurité. Par exemple, vous allez avoir des recommandations comme configurer le MFA, l'authentification multifacteur, ou configurer des safe links, donc pour protéger vos utilisateurs qui cliquent par exemple sur des liens qui ne sont pas protégés, ou encore des safe attachments, donc pour protéger vos utilisateurs de pièces jointes non sécurisées.
Vous avez le centre de gestion donc de confidentialité, le Trust Center, qui va regrouper tous les paramètres de sécurité et de confidentialité des programmes Microsoft. Vous allez donc avoir dans ce portail toutes les ressources sur comment Microsoft se conforme aux lois dans le monde entier. Partie conformité, compliance, vous avez dans le centre de sécurité et de conformité qu'on a vu juste avant la possibilité de voir toutes les activités dans Teams qui sont auditables. Donc, effectivement, une organisation n'est pas à l'abri d'être auditée. Vous avez la possibilité de voir ce que vous pouvez maîtriser dans Teams. Vous pouvez paramétrer vos paramètres de rétention, par exemple, ou faire de la découverte de données pour rechercher une information spécifique. Le centre de conformité Microsoft 365, c'est un espace de travail qui va vous permettre de gérer les aspects conformité, confidentialité et gestion des risques. Si vous voulez évaluer de manière plus précise les risques liés à la conformité, vous pouvez y accéder grâce au gestionnaire de conformité qui se trouve ici sur la droite. Dans ce gestionnaire de conformité, vous pourrez gérer vos données avec des étiquettes de sensibilité, par exemple, ou de rétention. Vous avez la fonctionnalité e-discovery, donc pour faire une recherche en cas de litige, par exemple. Ça va vous permettre de remonter les informations des conversations en chat et en canaux dans le format .pst qui est le format de récupération des données Outlook. Et vous avez le portail donc d'approbation des services qui va vous proposer du contenu et des ressources pour traiter les pratiques liées à la conformité. Donc, vous y retrouverez tous les rapports d'audit tiers de Microsoft et vous pourrez y retrouver des recommandations si vous voulez mettre en place ces actions de conformité avec les outils Microsoft. Donc, là, on a abordé toutes les parties liées aux interfaces graphiques. Vous avez la possibilité également de gérer la gouvernance administrative avec de l'automatisation. Vous avez PowerShell, c'est un interpréteur de commandes qui va vous aider, et un langage de script qui va vous aider à automatiser rapidement les tâches de gestion. Les administrateurs peuvent l'utiliser pour gérer tout ce qui va être paramètres, configuration et stratégie dans Teams. Il y a des commandes PowerShell qui sont dédiées à la gestion d'équipe et deux modules différents, donc le module Teams et le module Skype Entreprise. Deux modules, pourquoi? Parce que la gestion et la création des teams se font dans le module PowerShell Teams, alors que pour l'instant, les stratégies et les paramétrages sont encore gérés dans la partie Skype, mais ça va être migré progressivement. Donc, je vous ai mis ici les liens vers ces modules. Vous avez aussi l'outil Power Automate qui vous permet d'automatiser les tâches de gouvernance comme la création ou l'archivage des équipes. Et enfin, vous avez l'API Graph. Pourquoi ça pourrait être intéressant d'utiliser l'API Graph? Parce que PowerShell présente néanmoins des limites dans la gestion du cycle de vie. On peut créer des équipes, on peut les supprimer, mais ça va être difficile d'aller plus loin. On peut aller plus loin avec l'API Graph parce que c'est une passerelle qui va vous permettre d'accéder à des données beaucoup plus larges et avoir des renseignements plus étendus dans Microsoft 365. Donc, ça repose sur une API REST qui permet d'accéder à Teams et à d'autres services Microsoft 365. Donc, c'est beaucoup plus puissant pour gérer les équipes. En résumé, en termes d'action administrative de gouvernance, voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez gérer les groupes, les identités, les accès ou les licences au sein des outils d'administration pour Microsoft 365 et Azure. Vous pouvez gérer tout ce qui est communication et fonctionnalité de Teams dans les outils d'administration dédiés à Teams et Skype for Business. Et enfin, vous pouvez gérer tout l'aspect sécurité et conformité au travers des outils dédiés donc à la sécurité et à la conformité. C'est le retour du quiz. Je vous propose celui-là. Je vous l'affiche tout de suite. Alors, sauriez-vous me dire, dans le cas suivant, si plusieurs membres de votre organisation sont réunis pour travailler sur un
un projet spécifique. À court terme, que doit créer leur administrateur Microsoft Teams? Est-ce qu'il doit créer une nouvelle équipe? Est-ce qu'il doit créer un nouveau canal? Ou est-ce qu'il doit créer un nouveau groupe de conversation? Là, je vois effectivement que l'audience est divisée. C'est un tiers partout. Donc, encore 30 petites secondes pour voter. OK. OK. Je laisse encore les derniers voter. Ah, ça continue. Je vous laisse un peu de temps. Parfait. Alors, je partage les résultats. Donc, la majorité vote pour créer une nouvelle équipe, ensuite un nouveau groupe de conversation et ensuite un nouveau canal. Eh bien, 20% seulement d'entre vous ont raison. Alors, il y avait un petit piège parce que, enfin, une petite subtilité plutôt, parce que l'expression, les mots-clés, c'était court terme. Ici, une nouvelle équipe a vocation à exister pendant un certain moment. On est dans une activité collaborative qui est récurrente, alors qu'un canal, lui, peut disparaître, tout comme on peut clore un sujet de discussion. Et un groupe de conversation, ça peut prêter à confusion parce que ça fait un peu penser au canal de discussion, mais quand on parle de groupe de conversation, on parle bien d'une conversation, donc d'un chat privé à plusieurs. Donc, effectivement, le vocabulaire est très important. Donc, faites bien la différence entre ce qui est une équipe, ce qui est un canal, ce qui est un groupe de conversation et dans quel but peuvent exister chacun d'entre eux. D'accord? Parfait. On va pouvoir passer à la suite. Comment aller vers une gouvernance et une adoption réussie? S'il faut savoir, par défaut, dans Teams, tout le monde pourrait créer une équipe, d'accord? Pourrait ajouter du contenu, pourrait inviter des utilisateurs. C'est un bonus parce que le but, c'est d'aider et faciliter l'adoption. Mais ça peut vite devenir l'anarchie si vos organisations internes ne mettent en place aucune règle en termes de gouvernance et d'utilisation. Qu'est-ce que l'adoption et qu'est-ce que la gouvernance? L'adoption, c'est un processus par lequel vos nouveaux utilisateurs vont s'habituer à un produit, vont l'accepter, un produit ou un service vont l'accepter et vont décider de continuer à l'utiliser. Donc, aux dépens de l'ancien système ou aux dépens de rien du tout existant. La gouvernance, on l'a vu, c'est un ensemble de règles et paramètres qui vont vous aider à rationaliser des déploiements, assurer la sécurité ou assurer un ROI. Donc, effectivement, c'est important de gérer les deux. Et c'est également important de savoir à quel moment il faut les traiter et surtout de ne pas utiliser l'un au profit de l'autre. D'accord? Donc, surtout, ce qui est important à retenir, c'est que déterminer une gouvernance passe par la connaissance de vos usages. Et également, gérer et contrôler efficacement sa gouvernance va vous permettre donc de ne pas freiner l'adoption, mais également, pourquoi pas, de la favoriser, cette adoption. D'accord? Donc, quand vous initiez les débats, les discussions concernant l'adoption, veillez à prendre des décisions concernant la gouvernance. Ça vous évitera d'attendre que les problèmes surgissent pour réagir et éteindre des incendies seulement au moment où c'est déployé. D'accord? C'est trop tard de penser également à l'adoption une fois que l'outil est déployé. C'est pas impossible, mais ça peut intervenir vraiment trop tard. Ce que je vous propose en termes d'adoption, c'est de bien penser à adopter une démarche projet. D'accord? Important d'adopter une démarche projet parce que Teams peut être perçu comme un changement fondamental dans la façon dont les gens communiquent et collaborent dans les entreprises. Donc, identifier un sponsor au démarrage. Un sponsor, c'est quelqu'un qui va influencer en interne et qui va être décisionnaire.
Selon une étude de Proci 2018 sur le change management, 72% de vos projets atteignent ou dépassent les objectifs avec un sponsor qui est très efficace. Et c'est la même étude qui montre que le premier obstacle au succès d'un projet de transformation, c'est un sponsoring inefficace. Pensez à définir le réseau d'ambassadeurs. Vos ambassadeurs seront les référents terrain. C'est eux qui vont vous aider à recueillir du feedback sur le terrain et qui vont communiquer sur la vision et le pourquoi du projet. Ils vont vous aider à modéliser les nouveaux usages et donc à les faire accepter par les utilisateurs. Définissez également un plan de communication. Réfléchissez à votre politique de communication globale et à la meilleure façon de diffuser l'information aux salariés. Définissez une stratégie de formation. C'est un impératif si vous voulez favoriser l'adoption de vos utilisateurs. Et gardez bien à l'esprit que l'objectif également, c'est de pouvoir alléger les équipes IT en responsabilisant vos utilisateurs. Et pour englober tout ça, pensez bien à piloter et à suivre votre projet. Définissez donc des indicateurs de performance qui vont être pertinents, donc qui vont vous permettre de démontrer le ROI. Qu'est-ce que vous avez investi au départ? Qu'est-ce que vous récupérez à J plus 6 mois ou à 1 an? Ça vous permet d'identifier, de mettre en avant les impacts positifs de cette transformation digitale. Ça pourrait être, par exemple, comme indicateur pertinent, de suivre le nombre de réunions qui auront été réalisées dans Teams versus celles dans Skype, si vous voulez favoriser l'adoption de Teams au détriment de Skype. D'accord? Mettez en place des stratégies pertinentes en termes de gouvernance. Donc, une bonne pratique de la gouvernance, c'est de créer des stratégies. Il faut en créer quelques-unes, mais il faut en créer autant que nécessaire. Donc, la stratégie, c'est un ensemble de configurations qui vont vous permettre de contrôler ce que les utilisateurs peuvent faire. On peut avoir des stratégies, par exemple, pour gérer les réunions. On peut avoir des stratégies pour gérer l'expiration des équipes. C'est à vous de voir ce qui convient le mieux à vos usages. Prenons ce cas d'usage, par exemple. On est dans une société qui dit avoir identifié un groupe d'utilisateurs qui a accès à des informations sensibles et veulent, on va dire, couper, empêcher la diffusion de leur écran lorsqu'ils sont en réunion. Donc, pour ça, on va créer une stratégie. Et là, je vais vous montrer comment on peut créer une stratégie. Donc, je vais dans ma console Teams, donc dédiée à l'administration de Teams, et je vais créer une stratégie. Donc, je vais dans la partie stratégie de réunion et vous voyez, en fait, j'ai créé en avant cette stratégie qui s'appelle IT Meeting. Donc, dans la stratégie IT, je vais, moi, aller me focaliser sur le partage de contenu. Donc, je vais empêcher la diffusion de partage ici et je vais empêcher cette personne donc d'utiliser tout simplement le mode de partage d'écran. Disons que j'ai identifié un utilisateur qui va utiliser cette politique. Et ici, vous voyez, on voit que je lui ai affecté la stratégie IT Meeting. Qu'est-ce que ça donne en vrai? Si je vais créer par exemple une réunion. Déjà ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la stratégie d'avant, j'avais déjà empêché que cette personne puisse créer des réunions de canal. Donc ici, on voit bien que elle ne peut pas créer des réunions de canal. D'accord? On peut déjà voir ici des blocages qui ont été faits sur cet utilisateur. Mais je vais aller, moi, dans une réunion qui a déjà été créée, donc je la rejoins. Vous le voyez ici, on me dit l'administrateur a désactivé le partage. Donc, cet utilisateur ne peut pas utiliser le partage et donc, la stratégie de réunion est bien appliquée et je maîtrise le fait que cet utilisateur qui a accès à des données stratégiques ne peut pas partager de contenu lorsqu'elle est en réunion. D'accord? Voilà.
On a parlé, vous vous souvenez, de gouvernance tierce partie, de gouvernance de la solution. D'accord. Une gouvernance de la solution, ça peut être de faire appel à une société tierce partie, donc qui va vous aider à gérer les solutions, les différents outils qui vous permettent de faire de la gouvernance au sein de votre organisation. Pour quel intérêt? Si vous avez des besoins spécifiques liés, donc, par exemple, au fait de pouvoir mieux gérer comment vous créez vos canaux, comment vous créez vos équipes, créer, par exemple, automatiquement vos équipes, vos canaux pour alléger les charges de vos collaborateurs. Si vous avez des besoins liés à l'administration, si vous avez des besoins liés à l'adoption, par exemple, vous pouvez faire appel à une société tierce partie. Nous travaillons avec un éditeur qui s'appelle CoreView. CoreView, qui est un éditeur donc de solutions SaaS qui est spécialisé dans ce qu'on appelle le SaaS Management Platform. C'est une catégorie qui a été attribuée par Gartner. C'est le leader mondial dans la gestion, la sécurité et l'adoption au sein de l'environnement Microsoft 365. Ce CoreView va vous fournir une plateforme de gestion spécialisée donc dans Office 365. L'objectif, c'est de vous aider à résoudre des problématiques que vous rencontrez dans l'utilisation de Office 365, mais également dans le manque de gouvernance des solutions. Donc, on peut, grâce à ces solutions, aborder les différentes thématiques qu'on a abordées juste avant, des thématiques de sécurité, d'administration, de découverte de l'information ou encore de formation. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'un des gros avantages, c'est que la totalité, par exemple, de vos actions d'administration courantes sur Microsoft, sur les consoles de Microsoft, sont consolidées au sein de CoreView. Je vous ai mis ici un lien vers une vidéo de démonstration qui vous montre comment mettre en place des campagnes d'adoption lorsqu'on veut booster l'adoption de Teams aux dépens de Skype. Et je vais vous montrer à quoi ressemble la console CoreView. Donc ici, je me connecte à CoreView. Donc effectivement, c'est une plateforme qui va se plugger sur votre console Office 365 et vous permettre donc d'agréger les données et de les exploiter. Ici, par exemple, j'ai une partie qui est dédiée à l'analyse. J'ai la main, j'ai la vue sur les usages de toutes les solutions, que ce soit du SharePoint, de l'Office 365, du Teams. Je peux aller en zoom sur l'activité de Teams donc, et faire mon analyse. Et je peux même gérer, on en a parlé juste avant, mon Secure Score. Vous voyez? Donc ici, j'ai le score actuel et ici, j'ai les fameuses recommandations, ici, comme par exemple, mettre en place le MFA pour les rôles administratifs. Je peux gérer, manager donc ma console, je peux construire mon audit, gérer mes factures, et je peux également driver mon adoption. Vous avez la possibilité de construire vos campagnes d'adoption et de partir sur des templates existants. Par exemple, ici, on a des templates qui sont construits par défaut et j'ai décidé de m'en servir comme base pour créer un template à moi. Donc, moi, j'ai créé une campagne test, par exemple, d'accord? Donc, le but, c'est de cibler vos utilisateurs selon des critères définis, soit des utilisateurs qui envoient des messages, soit des utilisateurs qui utilisent du Skype ou des utilisateurs qui font des réunions. C'est à vous de choisir. Donc, vous continuez, vous créez votre campagne. Ici, vous aurez la liste de tous les destinataires qui remplissent ces critères, donc à qui seront adressées la campagne. Vous continuez et là, vous accédez à votre campagne. Vous avez la possibilité donc de mettre en forme votre communication et de l'envoyer à l'ensemble des participants. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si vous envoyez votre communication à 50 personnes et que vous faites un point 3 mois plus tard, vous vous rendez compte que l'adoption, elle a pris sur 30 personnes. Donc, on a encore 20 personnes qui n'ont effectué aucune action. Vous pouvez focaliser et cette fois relancer le message, mais en ne ciblant plus que les 20 personnes en question. Donc, ça vous permet d'automatiser et de driver de manière beaucoup plus fine votre adoption, donc à plus large échelle. Voilà. Dernier point, pour les entreprises qui ne sauraient pas où elles se situent, donc qui ont encore un peu de difficulté à déterminer les besoins de son entreprise, je vous propose un arbre de décision.
On va partir du fait qu'on sache ou pas déployer ces licences Teams. Si vous êtes dans le cas où vous ne savez pas à quels utilisateurs déployer Teams ou même quelle est la licence qui convient le mieux à votre utilisateur, faites un profilage. On est en mesure de vous accompagner sur le profilage, c'est-à-dire de vous aider à identifier les populations selon leurs usages et de vous conseiller sur la meilleure licence à leur attribuer et effectivement vous permettre de mieux suivre vos coûts en termes de licence et donc d'optimiser ce que vous faites de vos licences. Une fois que cette partie-là est maîtrisée, donc on reboucle ici, on est en maîtrise donc du déploiement de l'attribution des licences. On peut se poser la question maintenant sur les usages des collaborateurs. Est-ce que je connais mes usages des collaborateurs? Sinon, il est nécessaire de faire un atelier usage. On peut vous accompagner sur cet atelier pour vous permettre d'identifier les catégories d'usage selon les populations de votre organisation. Une fois que c'est fait, construisez une stratégie pertinente. Ça peut être une stratégie autour de la gestion et de la maîtrise de votre écosystème ou du développement de l'usage. Si c'est sur la partie écosystème, on va faire de la gouvernance. Si on est plus sur de l'usage, là, on va faire de l'adoption. Que ce soit de la gouvernance ou de l'adoption, maintenant, il faut le mettre en place. Donc, soit vous avez la compétence et donc, vous devez mettre en place un projet en interne, soit vous ne l'avez pas. Et nous pouvons vous accompagner sur ces besoins, sur cette problématique par des services. On a des services notamment pour vous permettre de faire de l'immersion dans l'écosystème Office 365, donc de permettre de vous approprier des outils quand on est par exemple en phase pilote ou en phase champion ou ambassadeur. On a également la possibilité de vous accompagner sur de la conduite du changement, de l'adoption. Voilà. Si ça demande des aspects beaucoup plus techniques ou de gouvernance globale, comme je vous l'ai présenté, on peut vous mettre en relation avec nos partenaires techniques ou tierces parties, comme CoreView par exemple. Voilà, on est arrivé au terme de ce webinaire. J'espère que c'est clair. On a encore quelques minutes pour répondre à quelques questions. Je vous ai remis ici des liens utiles pour avoir un complément d'information et vous retrouverez nos coordonnées si vous voulez nous contacter pour plus d'informations. Alors, je vais arrêter le partage et je vais voir si vous avez des questions. Je pense qu'il y en a pas mal. Alors, tac, tac, tac. Alors, je regarde le temps de compiler. Je vais regarder un petit peu les questions auxquelles on peut répondre rapidement. Alors, ah oui, effectivement, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tac, tac, tac. Comment faire pour inviter quelqu'un d'extérieur à l'organisation, par exemple? Alors, effectivement, vous pouvez, lorsque le paramètre d'invitation, donc l'accès invité est donné à un utilisateur, vous pouvez tout simplement, lorsque vous créez une équipe, aller dans l'ajout des membres et renseigner l'adresse mail de cette personne. Donc, pas son nom, parce que comme il ne fait pas partie de l'organisation, l'annuaire de votre organisation ne le retrouvera pas. Donc, mettez l'adresse mail complète et ça ira tout simplement chercher la personne. Donc, rajoutez l'adresse mail et cette personne recevra une notification dans sa boîte mail disant qu'il était ajouté à une équipe. Alors, on a des questions quand même assez complexes qui demanderaient d'avoir vraiment une réunion dédiée. Est-il possible de limiter la possibilité d'inviter un canal spécifique à un meeting? Oui. Ah oui, bon, je pense que vous avez dû avoir la réponse quand je l'ai montré. Oui, on peut bloquer l'accès, la possibilité de créer, par exemple, un meeting dans un canal dédié. D'accord? Donc, alors, c'est deux choses, il y a deux choses bien spécifiques. On peut empêcher quelqu'un, par exemple, de créer une réunion dans un canal ou même
empêcher quelqu'un de faire certaines actions dans un canal. Mais par contre, pour tout ce qui va concerner la vue des canaux, ce sera possible automatiquement et sans qu'on puisse faire quoi que ce soit à tous les membres d'une équipe. Donc, tant qu'un membre fait partie d'une équipe, il peut avoir accès collaboré. Donc, si vous voulez vous restreindre encore plus les informations qui sont accessibles à certaines personnes, vous pouvez créer ce qu'on appelle des canaux privés. C'est une nouveauté de Microsoft qui vous permet qui va pas nécessiter de créer une autre équipe, mais juste de créer un sous-ensemble dans une équipe déjà existante. Alors, existe-t-il un moyen d'avoir la messagerie dans Teams? Alors, vous pouvez épingler un onglet dans une équipe Teams et mettre l'accès à la messagerie. Mais en gros, aujourd'hui, Microsoft a fait le choix de ne pas intégrer complètement la messagerie. Donc, aujourd'hui, on a encore sa messagerie dans Outlook qui existe indépendamment de Teams et une messagerie d'équipe qui est gérée dans Teams. Alors, peut-on exporter l'intégralité des données? Oui, alors, ça va dépendre des données, oui, mais oui. Vous pouvez, alors sachez que tous les fichiers, comme on l'a vu, sont stockés dans SharePoint, dans OneDrive, donc vous pouvez les récupérer, évidemment. Pour tout ce qui va être messagerie, conversation, vous pouvez les récupérer dans ce qu'on appelle le format .pst. C'est un format qui vous permet de lire dans Outlook. Donc, vous pouvez extraire les messages. Donc, sachez que rien n'est supprimé vraiment, tout est stocké, protégé. Donc, vous pouvez récupérer, bien sûr, des informations, tant qu'elles sont légales, vous pouvez les récupérer. Alors, quelle est la stratégie de sauvegarder des équipes Teams et pour chaque composant mis à dispo des utilisateurs? Alors, si je comprends bien la question, la stratégie pour sauvegarder les équipes. Il suffit tout simplement d'aller dans votre... alors, pour la stratégie de sauvegarde des équipes, c'est géré au niveau de votre console Azure. Vous pouvez, à cet endroit, configurer donc la stratégie d'expiration. Donc, ça peut être de l'expiration, ça peut être de la rétention, ça peut être de l'archivage. Et en gros, en quoi ça va consister? Ça va consister à définir une durée de vie à une équipe et aller notifier les propriétaires d'équipe, par exemple, lorsqu'on arrive à une expiration pour qu'ils se demandent, plutôt pour qu'ils se posent la question de la continuité ou pas d'une équipe. Alors, j'ai bien compris qu'un canal, c'est pour du court terme, mais néanmoins, un canal appartient toujours à une équipe. Effectivement, peut-on créer un canal avec des personnes non membres de l'équipe? Non, aujourd'hui, non. Ce n'est pas possible. Quand vous créez une équipe, c'est d'abord pour votre organisation. Les canaux qui en découlent, c'est pour les membres. Et si vous voulez travailler avec des externes, vous devez rajouter des externes à une équipe. Il peut y avoir une équipe qui n'est constituée que d'un propriétaire de votre organisation et que d'équipes externes. Mais le lien se fera forcément avec une personne de votre organisation. Sinon, en fait, elle n'a pas vocation à travailler chez vous. Elle peut, elle, créer et gérer ses équipes dans son organisation à elle, en tant qu'invité. Alors, pourquoi nous n'avons pas d'accès au calendrier dans notre Teams? Alors, vous n'avez certainement pas accès au calendrier dans Teams parce que Exchange Online n'a pas dû être activé. Dès le moment où vous activez Exchange Online, le calendrier Teams se synchronise avec celui de Outlook. Alors, on va prendre encore quelques questions. Alors, j'ai d'autres questions qui m'arrivent plus focalisées sur l'adoption. Peut-on prendre la main à distance sur un ordinateur via Teams? Oui, oui. Vous pouvez, alors,
Pour ça, il faut faire du partage d'écran. Vous faites un partage d'écran et vous aurez un bouton tout en haut qui s'intitule Donner le contrôle. Donc, si la personne en question vous donne le contrôle, vous aurez la main sur sa souris, voilà, pour vous balader et pouvoir effectuer des actions sur son ordinateur. Pourquoi archiver une équipe? Alors, ça peut être intéressant d'archiver une équipe si déjà vous savez que le projet en question, donc la raison pour laquelle vous avez créé une équipe n'est plus d'actualité. Vous avez besoin de clôturer déjà aussi pour ne pas encombrer vos espaces. Mais surtout parce que vous vous dites que peut-être c'est un projet qui peut reprendre, par exemple, si c'est un sujet qui a été mis en attente d'un budget ou autre pendant 6 mois. Vous pouvez décider de le mettre de côté, mais décider de le réactiver un peu plus tard. Ou si vous savez en fait que toutes les informations qui ont été échangées dans cette équipe peuvent être utilisées à des fins d'audit, vous pouvez tout simplement les mettre de côté plutôt que de les supprimer. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, on a fait le tour, non, il y a encore beaucoup de questions et on a déjà dépassé le temps. Alors, je vais voir si je peux encore prendre quelques questions. Alors, j'ai une question, c'était peut-être lié à quelque chose que j'expliquais. Oui, mais si les membres concernés ne sont pas dans une même équipe, je vous avoue que n'ayant pas le contexte, je ne sais pas, mais ne vous inquiétez pas, je vous recontacterai pour qu'on en discute. Un lien vers une documentation permettant de restreindre la création des équipes à certains utilisateurs. Oui, je peux vous trouver un lien. Je vous enverrai un lien en répondant à votre message par mail, aucun souci. Donc, tout simplement, en fait, pour restreindre la création, ça va vous emmener à désactiver la création des groupes. Donc, la personne en question ne pourra pas créer d'équipe. Voilà. Bon, ne vous en faites pas pour les personnes qui n'ont pas trouvé de réponse. Je reviendrai vers vous par mail pour répondre à ces questions. Et si voilà, il y a besoin de beaucoup plus de contenu, je vous l'enverrai. Si vous avez besoin qu'on fasse une réunion beaucoup plus spécifique sur vos besoins aujourd'hui, que ce soit de la gouvernance, que ce soit de l'adoption ou par rapport à un besoin que vous avez dans votre entreprise, si vous voulez qu'on mette en place une mission dédiée, on pourra en discuter. Donc voilà, aucun souci. Je vous remercie beaucoup pour votre participation nombreuse et pour être restés si nombreux aussi, même après l'heure. À la fin de ce webinaire, vous recevrez une petite enquête de satisfaction. N'hésitez pas à la remplir et de nous donner vos feedbacks, vos commentaires. Ça nous fait très plaisir. Et vous recevrez évidemment le support présenté et l'enregistrement de ce webinaire. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.